Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue à la Cité du Vin. J'espère que vous êtes bien installés. On est ravis de vous accueillir ce soir pour une conférence qui apparemment suscite l'intérêt. Donc on est ravis de vous accueillir ce soir à la Cité du Vin. Merci également aux personnes qui sont présentes sur Zoom. N'hésitez pas à faire vos remarques via la rubrique Q&R si vous avez le moindre souci, que ce soit au niveau du son, au niveau de l'image. Et ça sera également via cette rubrique que vous pourrez poser vos questions-réponses à la suite. Parce qu'on va partir sur 1 heure de conférence. Derrière, il y aura 20 à 30 minutes de questions-réponses que vous pourrez poser directement à Marie Mascret. Et ensuite, on se retrouvera pour un temps de dégustation avec un verre de vin qui est offert par le CIVB et la Cité du Vin. Donc ce soir, on se retrouve pour aborder la question de la place du vin dans la société. Et donc pour ça, on a invité Marie Mascret, qui est fondatrice et directrice associée de So Wine. Donc Marie Mascret est champenoise d'origine et a voyagé et a vécu pas mal à l'étranger. Et cette fibre du voyage l'a amené pendant 1 an à faire un tour du monde des vignobles, ce qui lui a permis de découvrir les différents marchés et les caractéristiques de ces vignobles du monde. Et donc, après une carrière majoritairement dans le secteur du vin et des spiritueux, Marie Mascret a fondé en 2006, a cofondé l'agence So Wine, donc qui est spécialisée dans l'agence en marketing et en communication, dans le filière et le secteur du vin. Et donc en plus de la direction de cette agence So Wine, Marie Mascret propose des conférences en France et à l'étranger. Elle rédige des articles dans la presse spécialisée. Elle propose aussi ses analyses de la filière, qui sont aussi accessibles via une série de podcasts, il me semble, qui s'appelle So Wine Talks, donc qui aborde vraiment les tendances et cet aspect marketing et communication du monde du vin. Donc c'est pour ça qu'on a pensé à elle pour cette thématique. Et ce soir, on va s'interroger de la place du vin dans notre société, parce que le vin est éminemment singulier dans notre société, que ce soit un héritage culturel, un plaisir de la table, ou un marqueur symbolique, qu'il soit individuel ou collectif. Et on a tous conscience qu'il y a un certain recul de la consommation à l'heure actuelle, mais on va se questionner sur tout ça, et Marie Mascret va nous montrer que le vin n'est pas, peut continuer de s'intégrer à l'évolution de nos sociétés et rentrer totalement en résonance. Donc je vous demande d'accueillir Marie Mascret et je lui laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Loïc. J'ai été un petit peu spoilée, mais je vous donnerai des bonnes nouvelles à la fin. D'abord, un grand merci à la Cité du Vin de m'avoir proposé de m'avoir convié, plutôt de m'avoir proposé de faire cette conférence consacrée à la place du vin dans nos sociétés. Loïc l'a dit, j'ai créé l'agence So Wine il y a 20 ans. Donc l'agence So Wine, c'est une agence qui fait du marketing et de la communication, à peu près tous les métiers du marketing et de la communication, mais pour un seul secteur, qui est celui du vin, du champagne, de la bière et des spiritueux. Tout ce qui a de l'alcool, sauf le parfum. Au sein de cette agence, évidemment, on accompagne un certain nombre d'acteurs du monde du vin, du champagne, des spiritueux, partout en France, dans plusieurs pays du monde également. Mais on a aussi monté une cellule il y a quelques années avec plusieurs personnes, 3 personnes en l'occurrence, qui travaillent au quotidien à analyser les tendances de société, à analyser les changements dans la société. Et puis on a donc créé un outil pour cette analyse qui s'appelle les So Wine Trends. Et puis on a un deuxième outil qui s'appelle le baromètre So Wine Data, dont vous verrez quelques chiffres ce soir. Le baromètre So Wine Data, c'est la première étude qui étudie donc le comportement et les attentes des consommateurs de vin, de champagne, de spiritueux en France. La première édition du baromètre So Wine Data, elle va avoir 16 ans. Enfin, on l'a lancé il y a 16 ans en France. On a lancé une édition au Royaume-Uni cette année et puis une édition également aux États-Unis. Donc pour l'instant, sur les chiffres du baromètre, on n'a pas de comparatif avec le UK, pour le UK et pour les États-Unis. Mais pour la France, on a un comparatif. Donc on a un outil qui, depuis plus de 15 ans, nous permet de voir comment évolue le comportement des consommateurs de vin en France. Et c'est assez intéressant. Donc je vous donnerai quelques chiffres tout à l'heure. Alors, si vous êtes ici ce soir, je pense que c'est parce que vous aimez le vin, ou en tout cas, vous vous y intéressez. Et Loïc l'a dit, si vous y intéressez, en tout cas, vous n'êtes pas sans savoir qu'on assiste
depuis plusieurs années, à une forte baisse de la consommation de vin en France et dans le monde. Et puis, il suffit de lire les médias ou même d'observer un peu son expérience personnelle pour constater que nos habitudes de consommation, elles changent, elles évoluent. Alors, elles changent globalement, mais elles changent aussi concernant le vin. Dans ce contexte, je me suis donc demandé si le vin pourrait, un jour, peut-être, complètement disparaître de nos sociétés. C'est une vraie question, parce que finalement, cette baisse de la consommation, alors peut-être qu'elle est un peu amplifiée par le fait qu'on en parle dans les médias, en tout cas, nous, on y est beaucoup exposés, mais je me suis demandé quand est-ce qu'elle allait s'arrêter. Alors, il y a des théories qui disent qu'à un moment donné, on va atteindre un plateau, mais quand même, ça baisse et ça continue de baisser. Et en posant cette question, je me suis aussi fait la remarque que le vin occupe quand même une place singulière dans nos sociétés. Alors, on le sait, on va y revenir, il y a évidemment des choses qu'on sait tous, mais je crois que c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le vin, c'est un produit à part, pour plein de raisons qu'on va regarder dans quelques secondes. Au-delà du fait que le vin vient d'une industrie qui produit, qui exporte, qui emploie, qui structure le paysage, le vin possède aussi un véritable héritage culturel et historique. C'est un produit donc historique qui est associé à un certain nombre de valeurs. Ça représente aussi un marqueur symbolique, tant individuel que collectif. Et en ça, je crois que le recul de la consommation, qui n'a donc jamais été aussi marqué, il interroge clairement plus largement sur nos habitudes, sur nos valeurs et sur notre façon de nous comporter. Donc je vous propose ce soir de confronter la consommation de vin aux dynamiques sociétales actuelles et d'explorer en quoi, malgré la baisse de la consommation et malgré peut-être même un certain désamour pour le monde du vin, ce monde du vin, je crois qu'il a fondamentalement tous les atouts pour rester en résonance avec notre société, quand bien même soit-elle en mutation. Alors le vin, c'est avant tout un miroir de la société. Le vin, je l'ai dit en introduction, il a une dimension sacrée. Le vin, il a des figures iconiques. On connaît évidemment tous Bacchus ou Dionysos. Le vin, c'est également le vin de la scène du dernier repas de Jésus-Christ, c'est le vin de messe. Il y a on retrouve un certain nombre de traces de figures divines associées au vin à travers les siècles. Et ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans notre histoire, inscrit dans notre patrimoine. Pour aller un peu plus loin, on sait aussi que les paysages viticoles ont été largement façonnés par les moines pour le vin de messe, et aussi que ce sont les moines qui en particulier ont travaillé à observer les cultures et les pratiques culturelles pour faire évoluer le vin. Le vin, il a également une dimension symbolique. Alors, c'est le vin, évidemment, qui est associé aux puissants. Le vin à la cour des rois, depuis les pharaons jusqu'au dîner diplomatique actuel. Il n'y a pas une visite diplomatique qui se passe sans vin. On a tous, quand on est un peu dans l'univers du vin, on est toujours très curieux de voir les menus qui sont édités ou qui sortent sur les réseaux sociaux après tel dîner diplomatique à l'Élysée pour voir quel vin a été servi. Et il y a toujours du vin. C'est un produit qui évidemment sert à sceller des accords. Alors c'est pas exactement un vin, mais pour ceux qui ne savent pas, une des origines possibles du mot ratafia, c'est ratifier. Donc en fait, on ratifie un accord en buvant un verre de ratafia et pourquoi pas un verre de vin. Donc une dimension symbolique évidemment très forte, une dimension patrimoniale évidemment aussi. Le développement de la viticulture, il va de pair avec le développement d'un certain nombre de traditions, de fêtes, dont certaines perdurent. Une dimension patrimoniale parce que cette culture du vin, évidemment, elle structure nos paysages. On est tous plus ou moins issus d'une région originaire d'une région où on a produit du vin. Et évidemment, cette dimension patrimoniale historique, elle perdure aujourd'hui, en particulier au travers de l'œnotourisme. Je ne sais pas si c'est un sujet dont vous avez beaucoup plus entendu parler ces dernières années. En tout cas, c'est vraiment un sujet sur lequel l'ensemble des vignobles en France et à l'étranger travaillent à se développer pour accueillir des touristes qui viennent exclusivement dans telle région ou avant tout dans telle région parce que c'est une région productrice de vin. Et puis dans cette dimension patrimoniale, il faut le dire aussi, quand on est dans le monde du vin, quand on observe ce monde du vin, on a toujours évidemment des beaux paysages, on a des hommes et des femmes, donc on a un savoir-faire, on a une passion, on a une transmission. On a souvent des familles qui sont à l'origine d'un certain nombre ou qui possèdent un certain nombre de domaines. Donc on a quelque chose de très humain, de très incarné, et puis de très inscrit dans le patrimoine français. Donc cette dimension patrimoniale, elle est très importante. Le vin, c'est également une dimension économique. Alors on retrouve trace, y compris
dans l'ancien temps, dans l'Antiquité, de ce développement de la viticulture d'un point de vue économique, avec des échanges commerciaux internationaux. Et puis la spécialisation progressive de régions productrices. Hier, c'était la Méditerranée. Aujourd'hui, on va plutôt traverser l'Atlantique. Pour l'anecdote, j'ai mis ici une photo sur la droite de grains de sel, qui est en fait qui transportent du vin en bateau sur l'Atlantique pour aller aux États-Unis, plutôt que de faire revenir des bateaux à vide. On préfère les faire parcourir l'océan rempli de caisses de vin. Donc une dimension économique évidemment indéniable. On sait aussi que le monde du vin et des spiritueux fait clairement partie des poids lourds de la balance commerciale française, en tout cas des exportations. Certes en baisse, on va y revenir, mais ça reste quand même un poids important. Et puis au-delà de la dimension économique, le vin a également une dimension sociale et culturelle très importante. Le vin a toujours rassemblé autour de la table. On en trouve trace, y compris dans les objets qu'on retrouve ou dans des dessins qu'on retrouve sur des amphores grecs, par exemple. Je crois qu'encore aujourd'hui, on imagine mal un repas de fête ou un repas au restaurant ou une célébration sans avoir au moins une proposition de vin à table. Alors certes, on peut aussi avoir du sans-alcool, c'est pas le sujet aujourd'hui, mais en tout cas, il y a toujours du vin pour célébrer quelque chose. Maintenant que j'ai dit ça, et on l'a dit en introduction, on assiste clairement à une érosion de la consommation. Donc la question qui se pose, c'est quelle place pour le vin aujourd'hui, en particulier en France ? Alors cette érosion, elle est relativement rapide. On a une baisse de 70% de la quantité de vin consommée en 60 ans, puisqu'on est passé de 127 litres par habitant et par an en 1960 à 40 litres par habitant et par an actuellement. Alors pour remettre un tout petit peu dans le contexte quand même, je ne vais pas faire un cours d'histoire, mais ce qu'il faut quand même savoir, c'est qu'il y a 60 ans, la consommation était excessive sur des produits alcoolisés qui n'étaient pas du vin, mais des spiritueux, on va dire, pour faire simple. Et le fait de consommer du vin, c'est quelque chose qui a été poussé par le gouvernement pour contrecarrer la consommation excessive de spiritueux. Donc finalement, on a poussé ceux qui consommaient trop d'alcool à consommer plutôt du vin pour que finalement, ils consomment un peu moins d'alcool. Donc on est quand même passé donc, de ça à aujourd'hui, clairement, un discours qui vous incite à ne plus consommer du tout, ce qui participe clairement de cette baisse de la consommation globale. Et puis, ce qui est important de noter ici, c'est que cette érosion-là, elle est plus rapide pour le vin que pour les autres alcools, puisqu'on est à moins 70% pour la quantité de vin consommé, moins 18% pour la bière et moins 9% pour les spiritueux. Donc là, on se dit qu'il y a peut-être un sujet quand même. Ce n'est pas uniquement la consommation d'alcool qui est en baisse, c'est majoritairement la consommation de vin. Je vais y revenir. Alors, il y a plusieurs raisons à la déconsommation. J'ai essayé de les analyser, de les décortiquer un petit peu ici. Il y en a que vous avez au quotidien autour de vous, vous vivez au quotidien autour de vous, vous allez vous dire, ça paraît évident, mais c'est important de le souligner parce que tout ça participe de la baisse de la consommation de vin. D'abord, on a un mode de vie qui est de plus en plus solo. Alors, pour plein de raisons, on a une augmentation des foyers donc mononucléaires ou monoparentaux. Pour des raisons historiques, pour des raisons culturelles. On a aussi un allongement de l'espérance de vie, on a aussi des trajectoires personnelles qui sont plus variées, avec peut-être une mise en couple un peu plus tardive, le fait qu'on reste donc célibataire un peu plus longtemps. En tout cas, ce mode de vie solo, il est une réalité dans les grandes villes comme ailleurs. On a également un système culturel aujourd'hui qui est beaucoup tourné autour des réseaux sociaux. Ces réseaux sociaux, ils ont entre autres incidence le fait qu'on a un mode de vie peut-être plus casanier, plus solitaire, on sort moins. Et puis les plateformes, elles remplacent la nécessité de se voir ou de s'appeler. Donc finalement, on va privilégier de rester chez soi avec son téléphone plutôt que de voir des amis et d'aller boire des coups au café du coin. Et puis quand on va à l'extérieur, quand on veut voir ses amis, on se voit plutôt à l'extérieur plutôt que chez soi. Sauf que quand on va à l'extérieur, acheter du vin, ça coûte plus cher que quand on le consomme chez soi. Donc c'est vrai aussi qu'on est dans un monde où on a des habitations qui sont de plus en plus petites, c'est plus compliqué de recevoir chez soi. On a une offre café, hôtel, restaurant qui est perçue comme plus neutre. On peut se retrouver là-bas sans avoir besoin de faire la cuisine, sans avoir besoin de ranger ensuite, sans avoir besoin éventuellement d'avoir des amis qui vous donnent un avis sur ce que vous avez cuisiné. En tout cas, tout le monde est au même niveau quand on va retrouver ses amis dans un café ou dans un restaurant. Et donc, cette offre CHR, elle offre parfois plus de facilité, plus de variété, plus de désirabilité. Autre point assez important, c'est qu'on observe clairement une fragmentation des repas. On mange beaucoup moins, plus
quasiment plus, à table, tous les jours, tous les soirs, en famille, voire le dimanche non plus. Donc tous ces moments où il y avait une transmission autour du vin, le repas du dimanche en est un excellent exemple, n'existe plus. On va finalement se retrouver pour des repas à des occasions très spécifiques, mais c'est rare que ce soit systématique. On va plutôt se retrouver lors de soirées, lors de fêtes, et donc les repas à table sont beaucoup moins importants. On va plutôt être sur du snacking, on va commander. Quand on commande, on n'a pas forcément le réflexe d'acheter une bouteille de vin. On va plutôt faire des repas morcelés. Et puis la consommation, donc elle est plus individualisée. Quand on a envie de consommer de l'alcool, c'est plus un choix individuel et moins un choix consistant à dire « et si on se prenait une bouteille de vin pour la partager ?» Donc je vais moi consommer de la bière, mon ami va consommer autre chose, et c'est plus de la consommation individuelle qui va prendre le dessus. Il y a un autre phénomène aussi sur le CHR qu'il faut que je précise, c'est qu'on est dans une société aujourd'hui où on devient de plus en plus habitué à avoir tout de suite. Donc quand on veut un produit, on a envie de l'avoir tout de suite sous la main parce que les réseaux sociaux nous permettent ça, parce que la commande en ligne nous permet ça. Et quand vous allez au café et vous voulez telle marque de vin, finalement, c'est assez rare que vous trouviez dans tous les cafés de n'importe quelle ville, la marque de vin ou le produit que vous voulez consommer. Alors vous allez plutôt vous orienter, quand vous aimez le vin, sur par exemple un cépage, je veux un chardonnay s'il vous plaît. Mais finalement, si vous voulez une bière, vous allez quasiment la trouver dans tous les établissements où vous allez aller. Et ça, c'est quelque chose qui répond clairement à ce besoin de « je veux tout de suite » que le vin, aujourd'hui, pour plein d'autres raisons qui nécessiteraient une autre conférence, n'a pas, entre autres parce qu'il y a finalement assez peu de marques de vin. Il y a des marques de bière, il y a des marques de spiritueux, mais il n'y a pas beaucoup de marques de vin. Autre point qui explique cette déconsommation, c'est la responsabilisation des comportements. Alors évidemment, on a une vraie prise de conscience de l'impact sanitaire et social de l'alcool en général, ça c'est important. Évidemment, c'est plutôt une bonne nouvelle, un impact sur la santé physique, un impact sur la santé mentale, un impact social. On a aussi des règlements plus stricts sur la consommation en général. La loi E20, qui date de 1991, a évidemment beaucoup participé à ce discours sur la nécessité de moins consommer du vin. On a un encadrement également plus strict de la production pour des questions de traçabilité. Et puis, un encadrement plus strict aussi de la consommation. Le seuil de tolérance du taux d'alcool dans le sang quand on prend la voiture a baissé drastiquement sur les 30 dernières années. Et quand on est aussi dans un système, une société aujourd'hui avec une problématique de pouvoir d'achat, on ne veut pas forcément sortir pour dépenser de l'argent pour acheter de l'alcool et en plus se retrouver à devoir payer une amende si on a eu un contrôle routier. Donc ça joue aussi. Et puis en termes de responsabilisation des comportements, on est aussi dans une ère du « je pense à moi avant tout », donc je cherche mon bien-être et je veux aussi contrôler mon image, j'y reviendrai. Alors au final, on a un vrai changement d'image de l'alcool. Être sobre, c'est plus un tabou. Ne plus boire, ce n'est plus un stigma pour s'intégrer. Il y a quelques années encore, quand vous alliez au café avec des amis, si vous ne preniez pas d'alcool, on vous regardait un peu de travers. On vous disait, si vous étiez une femme, t'es enceinte. Et puis si vous étiez un homme, t'as un problème, t'es malade. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas. J'ai envie de dire, c'est une bonne nouvelle du point de vue de la santé mentale de tous les consommateurs en général. En tout cas, il y a un vrai choix de la part, et une vraie possibilité de choix de la part de l'industrie globalement des boissons qui fait qu'aujourd'hui, quand vous allez au café, quand vous allez au restaurant, vous avez le droit, la possibilité, vous n'êtes plus mal considéré, vous avez le droit, la possibilité de prendre autre chose que des produits alcoolisés. Ça tient aussi au fait que ces cafés, hôtels, restaurants dont je parlais, c'est plus le seul endroit où on se retrouve. On va plus forcément au café du coin, on va plus forcément jouer au baby-foot au café du coin. Les schémas de socialisation, ils ont aussi beaucoup évolué. On peut se rencontrer ailleurs qu'au café. On peut se rencontrer, par exemple, dans un club de sport ou aller à l'escalade et puis retrouver ses copains. Et puis à l'escalade, il y a aussi un café, donc on peut aussi manger, boire quelque chose. Mais on va plus forcément être sur un schéma unique de « je me retrouve au café avec mes amis ». Et ça, c'est important et je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ces schémas-là. Les habitudes de socialisation ont évolué ces dernières années. Il y a aussi un effet un peu d'effet de contradiction. Quand je suis un adolescent ou un jeune adulte, j'ai pas forcément envie de faire comme mes parents. Et mes parents buvaient du vin, donc moi, je vais me tourner vers d'autres produits. Et puis au-delà d'autres produits alcoolisés, on a aussi une offre plus importante de produits généralement. On n'est plus seulement en train de choisir entre de l'eau, des sodas et du vin ou des spiritueux. Vous avez aussi tout un tas de produits qui ont vu le jour ces dernières années. Je pense par exemple aux boissons qui font du bien,
qu'on appelle les boissons fonctionnelles. Donc, ce sont des boissons que vous allez boire à base de kéfir, de kombucha, des boissons fermentées, et donc qui ont aussi une promesse de bien-être quand vous les consommez. Donc, vous sortez de la consommation d'un vin ou d'une boisson alcoolisée pour vous tourner vers une boisson qui, elle, vous promet du bien-être. Et puis, au-delà de ces boissons fonctionnelles, vous avez aussi toutes ces boissons sans, donc les boissons auxquelles on retire quelque chose finalement, qui sont désirables. Donc une offre large de jus, de soda, de café qui se multiplient et qui deviennent cool. J'en veux pour preuve la mode du café latte ou du matcha. Je suis sûre que certains d'entre vous ont leurs habitudes dans la matière. Voilà, donc changement d'image de l'alcool pour arriver à quelque chose qui est quand même un phénomène qu'on observait encore jusqu'à quelques années et qui est encore un peu vrai. Alors ça s'est un peu atténué avec la baisse du pouvoir d'achat, mais qui est le mieux et moins. On va se tourner, les nouvelles générations en particulier, vers moins de quantité, mais plus de qualité. Je ne bois plus le vin comme avant, je ne vais peut-être plus en boire tous les jours de la semaine, mais quand je vais en boire le vendredi ou le samedi, et bien là, je vais choisir de la qualité. Ça commence à être les bonnes nouvelles. Alors, là, je vais vous donner un certain nombre d'exemples d'autres phénomènes de société, d'autres habitudes qu'ont les consommateurs de vin, les consommateurs en général aujourd'hui, qui sont des pistes de réflexion pour le vin demain. C'est-à-dire que typiquement, aujourd'hui, le consommateur, il a pris l'habitude de décoder les étiquettes. C'est le réflexe Yuka. On va faire en sorte de regarder la qualité de ce qu'on consomme, et puis on va éliminer ce qui n'est pas bon. Il y a une vraie volonté des consommateurs, en France et dans les pays occidentaux en particulier, de rendre ces repas plus fonctionnels, plus nutritifs, sans additifs. Alors ça, vous allez me dire, ça ne va pas rendre service au monde du vin. Mais la transparence, c'est vraiment un mot-clé ici. Le consommateur aujourd'hui, aussi parce qu'il a été soumis à un certain nombre de scandales sanitaires alimentaires, il a besoin de transparence, il a besoin de savoir ce qu'il boit, il a besoin de savoir ce qu'il mange et il a besoin de savoir ce qu'il y a dans son vin. Quand je vous dis ça, j'ai mis volontairement ici aussi à droite des photos de produits qui sont a priori industriels. Mais quand vous voyez sur la boîte de Crunch, vous avez tout le discours de transparence, des nutriments, etc., de tout ce que ces produits sont censés quand même apporter à ceux qui les consomment. Donc finalement, on peut se dire que si ces produits-là, eux, ont saisi la balle au bon de communiquer en toute transparence, ou en tout cas de communiquer sur les bienfaits supposés du produit, le monde du vin, là, a clairement un boulevard pour raconter que finalement, le vin est un produit naturel. Sachant qu'on a donc 45% des Français qui déclarent se préoccuper de la présence d'additifs dans leur alimentation. Donc Yuka a vraiment eu un rôle important sur cette nouvelle mode de décodage des étiquettes. Autre phénomène sur lequel le vin a clairement une carte à jouer, c'est le lien entre les consommateurs et les producteurs. Je pense que vous avez tous entendu parler d'un certain nombre de produits. Je pense à à C'est qui le patron, le lait, les yaourts, etc. Mais il y en a d'autres, des produits qui font en sorte de revaloriser la production locale et de mettre en relation vraiment le consommateur et le producteur, de donner une responsabilité finalement au consommateur dans son choix, dans l'achat qu'il fait dans ses produits alimentaires. Donc on a vraiment une revalorisation des producteurs locaux en réaction à des produits ultra transformés qui suscitent, eux, la méfiance. Et là, pour le coup, c'est quelque chose qui va aussi, dans l'univers du vin, nous permettre d'avoir des opportunités, puisque le monde du vin est un produit qui est majoritairement, évidemment, élaboré par des artisans, par des vignerons, qui ont des choses à raconter dans ce lien entre les consommateurs et les producteurs. Autre chose qu'on observe beaucoup, c'est le développement d'une culture foodie. On l'a appelé ça foodie sur cette présentation. C'est j'ai du goût pour tout ce qui est autour de l'alimentaire, de la cuisine. J'ai une vraie curiosité pour les ingrédients. Donc je vais aller chercher non plus un café, mais un café du Guatemala cultivé à tel endroit, qui est vendu par telle brûlerie. Et je vais le consommer de préférence en expresso, parce que c'est comme ça que j'ai envie d'avoir mon mode de consommation du café. Donc on rentre dans une forme de capacité des consommateurs à s'informer, donc à avoir de plus en plus de connaissances et de précision sur ce qu'ils consomment, et qui du coup deviennent presque des spécialistes de chacun des produits qu'ils consomment. J'ai donné l'exemple du café, mais ça aurait pu être des exemples sur d'autres produits. Et puis aussi, de plus en plus, c'est un attrait pour des produits ou des plats spécifiques. On va aimer les cuisines du monde, on va aimer des
des produits très particuliers. Et là, du coup, c'est pareil, c'est aussi une capacité, entre autres, que les réseaux sociaux nous donnent, mais en tout cas que l'ouverture de l'information à grande échelle nous donne, d'être de plus en plus capable de dire « je suis un spécialiste » ou « j'aime me spécialiser dans tel ou tel produit et j'apprends à le connaître et j'apprends à l'aimer de plus en plus parce que je le connais mieux ». Et ça, c'est quelque chose qui peut servir le monde du vin. Alors évidemment, on a une revalorisation du monde des chefs. À quand le top sommelier, qui sera malheureusement pas possible de mettre en œuvre du fait de la loi E20, mais à quand le top sommelier pour revaloriser encore plus les sommeliers, qui pour certains d'entre eux savent très bien se mettre en avant. Mais voilà, ça c'est l'exemple typique de cette culture foodie et de ce goût des Français pour la cuisine. Donc preuve en est quand on aime quelque chose, on peut en faire quelque chose d'à la mode. Pour les gens qui sont peut-être plus de ma génération, il y a 30 ans, 40 ans, être chef, ça voulait dire que vous aviez raté vos études, qu'on vous mettait en CAP. Les garçons, ils allaient en cuisine, les filles en coiffure. C'était un peu ça, hein, je ne caricature pas complètement. Et puis, pour devenir un vrai chef, c'était compliqué parce que le monde de la cuisine était compliqué. Et moi, je trouvais extraordinaire cette vision-là qu'on a aujourd'hui des chefs, qui est évidemment bien mise en avant par des émissions télé, en particulier des émissions radio, qui permettent de redonner goût à la cuisine aux Français. Et les Français ne sont pas en reste, puisqu'évidemment, ce sont des grands consommateurs de livres en particulier de cuisine, sur la cuisine un peu gastronomique et surtout sur la cuisine simple ou du quotidien. Donc j'ai mis quelques exemples ici. Je pense que certains d'entre vous ont ce livre Simple chez eux, sans aucun doute. Voilà, la cuisine est un domaine d'activité, un domaine qui passionne les Français. Donc bien évidemment, dans cet univers-là, le monde du vin a aussi son rôle à jouer et sa place. Autre point, alors ça j'arrive tout doucement plus précisément au monde du vin, on entend quand même de plus en plus parler aujourd'hui de qualité et de reconnaissance des terroirs. Là où le Français, le consommateur généralement, est devenu quelqu'un qui se spécialise et qui aime creuser ces sujets et qui aime aller toujours un peu plus loin pour bien savoir de quoi il parle et de quoi il en retourne, mais il va aussi creuser sur le monde du vin. On a 48% des acheteurs de vin français qui prennent en compte la région ou le pays d'origine dont ils achètent le vin. C'est le second critère le plus important au moment de l'achat, juste après le prix. Alors ça peut être pour des raisons purement, on va dire, d'amour de sa propre région. Je suis originaire de la Loire, donc je vais boire des vins de la Loire, par exemple. Je suis originaire de Bordeaux, donc je vais plutôt privilégier les vins de Bordeaux. Mais c'est aussi parce qu'il y a eu un vrai travail des vignerons qui a été fait, à la fois au niveau des appellations et à la fois au niveau d'un certain nombre de vignerons en tant que tels, sur la capacité à mettre en avant le terroir, à le valoriser, à raconter une histoire, à créer des parcellaires, à rentrer vraiment dans le détail du vin qu'ils produisent et plus uniquement à proposer des produits standardisés. Et ça répond clairement à une attente des consommateurs. On a aussi des vignobles qui commencent à s'adapter aux défis climatiques. Ça, c'est une autre préoccupation des Français, enfin des consommateurs en général, l'environnement. Vous êtes évidemment les premiers concernés. On a 69% des Français qui déclarent acheter au moins une fois dans l'année des bouteilles de vin qui portent une certification environnementale. Et aujourd'hui, on a 21% du vignoble français qui est labellisé bio, en tout cas en 2024. C'est une surface qui a été... la surface labellisée bio, elle a été multipliée par 10 entre 2007 et 2024. Et ça, c'est quelque chose qui clairement répond aux préoccupations des Français. Quitte à consommer, autant consommer un vin qui est respectueux de l'environnement. Et puis après, en termes d'adaptation aux défis climatiques, on a aussi des vignobles qui vont, par exemple, aller chercher à travailler plutôt sur des cépages résistants. Donc là, on rentre un tout petit peu plus dans les produits niches qui vont intéresser les vrais connaisseurs, mais pour autant, ça répond à une demande de ces Français ou de ces consommateurs qui veulent des produits qui sont dans ce respect de l'environnement. Les consommateurs, toujours par rapport à cette préoccupation environnementale, sont aussi des consommateurs qui s'intéressent au packaging. C'est même plus que ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a un prérequis, c'est que le vin doit être bon, mais le vin doit aussi respecter l'environnement et le packaging ne doit plus être une question. Et donc, on observe de plus en plus d'acteurs dans le monde du vin qui proposent des packagings plus durables, avec moins de papier, moins d'encre, une étiquette qui est facilement décollable pour le réemploi, des coffrets qui sont réutilisables. Et puis, évidemment, aussi tout un travail sur le poids de la bouteille, puisque le poids de la bouteille contribue fortement au bilan carbone du monde du vin. Avec comme conséquence un budget moyen en hausse. Alors là, sur ce graphique, on voit que le budget moyen, il est un peu en hausse. Ce qui est difficile d'évaluer, c'est est-ce qu'il est en hausse parce que finalement, l'ensemble des acteurs du monde du vin ont augmenté leur prix,
ou si c'est parce que finalement le consommateur français est prêt à mettre un peu plus cher. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une bonne part de ces consommateurs, et c'est ce que je disais juste au début de cette partie, qui aujourd'hui consomment moins mais consomment mieux, donc sont prêts à mettre un peu plus cher en achetant moins de bouteilles chaque année. Donc cette augmentation des segments, on l'observe chaque année, on l'observe dans le baromètre en particulier. Elle est passée pour le segment de 11 à 20 euros, elle a fait plus 11 points entre 2025 et 2024. Pardon, entre 2025 et 2010, et plus 6 points pour le segment des 20 à plus de 20 euros sur la même période. Alors ce monde du vin, est-ce qu'il est ouvert ? Ben oui, il est ouvert et il s'adapte aux mutations de la société française. D'abord, on est très loin même des schémas aujourd'hui qui, il y a encore quelques années, disaient que les femmes buvaient moins de vin et que les femmes étaient finalement peu présentes dans le monde du vin. Je crois qu'on a 43% des salariés du monde du vin qui sont des femmes aujourd'hui. En tout cas, on a 74% des femmes et 87% des hommes qui consomment du vin en 2025. Donc ça, c'est un point important, parce qu'on est effectivement sorti de ce schéma un peu peut-être classique, et en tout cas d'il y a quelques années, où c'était surtout les hommes qui étaient des consommateurs de vin. La société se féminise et le monde du vin se féminise également. Et puis ce qui est intéressant d'observer là, c'est qu'il y a des préférences qui sont marquées. Alors les vins effervescents, ils sont aimés presque autant par les femmes que par les hommes. Et les vins blancs et les vins rosés, en revanche, ils ont un écart type qui est assez important, avec des hommes qui sont plus consommateurs de vins blancs que les femmes. Mais la progression des femmes est plus importante que celle des hommes sur les vins blancs. Et puis le vin rouge, lui, il enregistre le plus fort écart homme-femme, avec 26 points d'écart. 55% de femmes consomment des vins rouges et 81% des hommes consommateurs consomment du vin rouge. Donc féminisation de la consommation, féminisation des métiers, une diversification des profils aussi. Donc ce monde du vin, finalement, qu'on peut penser peut-être de manière schématique un peu fermé, un peu obtus, mais pas du tout. Il est de plus en plus diversifié, aussi bien par des effets de confiance qu'on accorde à la nouvelle génération. J'ai mis ici l'exemple du domaine des jeunes pousses, qui est un domaine en Beaujolais qui confie les clés d'un vignoble pour 3 ans à des jeunes qui sont prêts à s'investir pour travailler dans ce vignoble. Et puis des profils aussi toujours plus féminins, pas uniquement. J'ai mis 2 exemples, un à Bordeaux et puis Pascaline Lepelletier, qui était l'année dernière en lice pour le titre de meilleure sommelière du monde et qui rempile, je crois, cette année, en tout cas qui est une figure plus que montante du monde du vin en France et dans le monde, puisqu'elle elle officie à New York, mais qui est bien la preuve que ce monde du vin sait se diversifier. On observe aussi plus de diversité dans les vins consommés. Alors ça, c'était un peu une des surprises du baromètre quand on a commencé à poser la question sur ces couleurs de vin. On a toujours posé la question du blanc, du rouge, du rosé, du champagne, des effervescents. Mais l'année dernière, on a ajouté une question sur les vins oranges et on a découvert que 21% des consommateurs de vin en France consomment des vins oranges. Ce qui nous a un peu surpris, quand on est rentré dans le détail, on s'est rendu compte que c'est beaucoup porté par les jeunes générations. Preuve en est que ces jeunes générations, peut-être plus que les autres, sont très curieuses et en tout cas très adeptes de nouveautés. Donc on n'est plus dans des schémas où il faut boire le rouge à tel moment du repas et le blanc à tel moment du repas. On diversifie ces moments de consommation. Le vin orange fait partie des nouveautés en bonne surprise. Ce qui est intéressant aussi de voir sur ces vins les plus largement consommés, c'est grosso modo vin blanc, vin rouge, vin rosé, champagne sont plus ou moins dans le même ordre d'idées. Mais les vins oranges, encore une fois, un 5e des Français qui en consomment, des Français consommateurs de vin qui en consomment, c'est une nouveauté intéressante. Et puis, toujours dans le monde du vin, ce qu'on observe aussi, c'est des nouvelles expressions. Alors, soit une forme de liberté revendiquée par des producteurs qui se disent « moi, je veux faire autre chose, je veux proposer autre chose, donc je vais être classifié hors de ma catégorie, donc finalement classé Vin de France ». Ce label Vin de France, il a été créé en 2009 pour regrouper des initiatives d'expérimentation qui veulent donc créer hors du cahier des charges de leur appellation. Et ça fonctionne bien. Ce sont des produits qui fonctionnent bien, en tout cas qui mettent en avant un certain nombre de valeurs et qui revendiquent une forme de liberté qui parle au consommateur final. Et puis, quand on interroge les Français aussi sur les vins nature, qui sont des vins un peu satellites, on se rend compte qu'on a 19% des Français qui déclarent avoir déjà consommé des vins nature. Donc là aussi, les nouvelles expressions ne sont pas en reste. Alors, on a une déconsommation, certes, mais on a surtout une évolution.
Ce qu'il faut se dire, c'est qu'on est passé d'un vin produit alimentaire. Ça rejoint ce que je disais en introduction, c'est cette époque où le vin, finalement, était un produit qui était à table, qu'on avait même à la table des cantines. Hein, quand vous aviez 14, 15, 16 ans, il y avait un pichet de vin à la table de la cantine à l'école ou au lycée. On est passé d'un produit alimentaire à un vin donc, qui est devenu un produit plaisir. Donc, c'est vraiment passé d'un vin quotidien, consommation quotidienne, à un produit plaisir. On va plus forcément en boire par réflexe, mais on va en boire à des moments qu'on a choisis avec des amis, en dégustation, en s'y intéressant, en faisant partie d'un club d'œnologie, en faisant partie d'un club de dégustation, sur des moments très spécifiques de la journée ou de la semaine. Donc on est vraiment passé de ça fait vraiment une différence, puisque quand ça n'est plus un produit alimentaire, ça n'est plus forcément un produit que vous allez avoir envie de consommer tous les jours. En revanche, vous allez choisir vos moments, donc vous changez un peu le paradigme de la consommation de vin. Donc on n'est plus dans une consommation quotidienne, on est vraiment dans une consommation avec des occasions de consommation. Et c'est là qu'il y a des opportunités. Finalement, il faut apprendre à observer ces nouvelles occasions de consommation qui sont celles des consommateurs de vin aujourd'hui. Je parlais tout à l'heure des nouveaux lieux, je donnais l'exemple du club d'escalade, mais il y a plein de nouveaux lieux un peu hybrides. Il y a des boulangeries qui vous permettent aussi de vous asseoir à table, il y a des librairies qui vous permettent aussi de boire un verre de vin. Et bien finalement, toutes ces occasions-là, ce sont des occasions nouvelles pour le monde du vin, d'investir des champs du possible qui correspondent à des nouvelles tendances de consommation. Donc on est vraiment passé du quotidien à l'occasion. Et ça nous amène à dire qu'aujourd'hui, il y a quand même un moyen de fédérer autour des fondamentaux du vin. D'abord, ce fondamental-là, qui est celui du partage, qui est un des premiers fondamentaux du monde du vin, cultiver le lien entre les générations, entre les personnes, entre les consommateurs, ça répond à un enjeu clair et précis aujourd'hui, la consommation, celui du vivre ensemble. On est quand même dans une société qui est relativement fragmentée, des nouvelles générations qui vivent de plus en plus une certaine forme de solitude, qui ont besoin d'un sentiment d'appartenance, qui ont besoin d'appartenir à une tribu, qui ont besoin d'appartenir à un collectif, qui ont besoin de trouver du réconfort et qui ont besoin aussi de s'éloigner de plus en plus de ces modèles un peu décorrélés de la réalité, puisqu'on passe son temps sur les réseaux sociaux, mais finalement on observe un vrai réinvestissement du réel, loin des distractions et de cette anxiété ambiante. Et donc là, il y a un vrai enjeu pour le monde du vin. Quand on interroge les Français et qu'on leur demande comment ils se sentent par rapport à la situation actuelle, on a 57% d'entre eux qui ressentent de l'anxiété vis-à-vis de l'actualité et 43% des Français qui déclarent se sentir seuls de manière générale. Alors du coup, ces Français-là qui sont en recherche de plus de liens, clairement, le monde du vin peut leur apporter un moyen de répondre à cet enjeu. Le monde du vin qui arrive à du coup investir des nouveaux lieux. Je vous parlais des nouveaux lieux, des lieux un peu hybrides qui ont fait leur apparition ces dernières années. Nouveaux lieux autour de passion. Vous allez avoir des dégustations dans des lieux originaux comme des cafés, des boutiques. Nouveaux lieux autour de valeurs. J'ai mis l'exemple ici de la Schlablisienne qui a ouvert sa boutique à Paris avec un espace d'accueil et qui propose des cours d'œnologie, qui est aussi un lieu ouvert aux professionnels. Et puis des nouveaux lieux, je prends l'exemple ici qu'on cite souvent, nous, qui est celui du Hellfest, un festival que vous connaissez de nom sans doute, qui a lieu à Clisson et où chaque année 20 000 litres de muscadet sont consommés. Donc muscadet a un grand succès au Hellfest et ça c'est un nouveau lieu de consommation donc dans les festivals pour cet exemple-là. Le monde du vin, il s'est aussi rassemblé via des fêtes populaires. J'en ai mis 3 exemples ici dans 3 régions de France différentes, mais ce sont des fêtes qui remportent un franc succès. J'aurais pu citer le canon français, même s'il est décrié en ce moment. Mais quand on observe la festivité qui se passe autour des soirées du canon français, on sent que les Français ont besoin, les consommateurs ont besoin de ces moments de retrouvailles et de ces moments festifs et joyeux. Et puis le monde du vin, c'est aussi un monde qui doit pouvoir s'adapter aux nouveaux usages. Je parlais de snacking, on est aussi de plus en plus dans une consommation nomade, on est de plus en plus dans une consommation solo. Et finalement, proposer du vin en demi-bouteille ou en canette, c'est un choix qui s'explique totalement et qui se justifie totalement. Proposer du vin à la tireuse comme de la bière, c'est aussi quelque chose qui se justifie totalement. Et il y a des lieux qui aujourd'hui proposent ce type de nouveaux usages et de nouveaux modes de consommation.
Autre point, alors celui-là c'est un point un peu différent, mais on se rend compte que finalement le monde du vin en France, il est resté souvent un peu coincé dans un univers un peu élitiste, un peu complexe. Et quand on observe ce qui se passe ailleurs, en particulier aux États-Unis, on se rend compte que c'est pas du tout ça. Vous avez des musiciens, vous avez des univers comme celui du hip-hop qui sont capables de parler du vin et de mixer les deux univers. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui correspond à cette vision un peu hybride du monde qu'on a de plus en plus sur les consommateurs en France et ailleurs. Mélanger le vin et faire sortir le vin de son précaré, le faire sortir et le faire aller dans des univers peut-être un peu inattendus. Ça va aussi avec la street food. Quand on propose des burgers, pourquoi pas proposer un vin avec la street food en général. Et puis avec des univers, alors pour le coup pas l'eau et vin, mais qui sont un peu différents de ceux qu'on a l'habitude de fréquenter. Là, je prends l'exemple avec de la NBA. Les basketteurs sont des grands amateurs de vin et de vin Bordeaux en particulier. Donc quand on a Jimmy Butler qui parle d'un vin de Bordeaux, en l'occurrence Cos d'Estournel, sans Cos d'Estournel pour le coup n'est rien demandé. C'est quelque chose d'assez impressionnant parce qu'il en parle en connaissant le sujet très bien et en faisant en sorte de montrer qu'il est amoureux de ce vin-là. Et ça, c'est quelque chose d'un peu surprenant peut-être pour nous en France, mais qui répond clairement à des besoins et à des attentes des consommateurs. Et puis, je me suis fait la remarque aussi en préparant cette présentation, parce qu'on n'est pas très loin de Noël, et j'ai surfé récemment sur des sites pour trouver des idées cadeaux. En l'occurrence, je vais en citer un, mais il y en a plein d'autres. Je suis allée sur le site des raffineurs. J'aime bien ce site. Et sur le site des raffineurs, je suis allée dans les sections masculins. Et en fait, il y a un nombre de cadeaux autour du monde du vin qui est impressionnant. Ça m'a fait hyper plaisir. Je me suis dit, mais en fait, le monde du vin, ce n'est pas un monde has-been du tout. Ce désamour pour le vin, il faut qu'on comprenne pourquoi il est réel. En tout cas, pourquoi est-ce qu'il y a une déconsommation. Mais est-ce que cette déconsommation correspond à un désamour? Mais je ne suis pas seule. Si vous allez sur n'importe quel site qui propose ce type de cadeau, vous verrez, on vous propose aussi bien du vestimentaire que de la décoration, que des coffrets, que des ateliers bons pour un atelier autour du vin, de la bière et des spiritueux aussi. Mais le monde du vin n'est pas en reste. Ça vous donne des idées pour vos cadeaux de Noël peut-être. Voilà. Alors, autre point au-delà du partage, le savoir-faire. Il s'agit aussi de retrouver des valeurs sûres dans une époque un peu perçue comme instable et incertaine. Et ça, le monde du vin peut le proposer. Le consommateur, il a besoin de comprendre comment les choses sont faites. Il est à la recherche de produits de qualité, qui sont porteurs d'une identité, d'un savoir-faire, mais qui soient aussi capables de s'adapter à ses envies un peu modernes. Donc retrouver des valeurs sûres, c'est quelque chose que le consommateur aujourd'hui a vraiment besoin d'avoir. Et le monde du vin peut lui en proposer. Le monde du vin, il est aussi capable de démocratiser les savoirs. Ça fait maintenant quand même quelques années que les réseaux sociaux existent, donc aujourd'hui on est dans une démocratisation des savoirs qui est évidemment indéniable. Proposer des conseils de dégustation, raconter la vie quotidienne d'un vigneron, c'est quelque chose qui parle aux consommateurs plus qu'un accord mets et vins sur un plat extrêmement compliqué. Je parlais tout à l'heure de démocratisation autour typiquement du burger, mais la démocratisation des savoirs, c'est quelque chose qui est vraiment recherché par les consommateurs qui veulent apprendre, qui ont soif d'apprendre et qui sont vraiment intéressés pour se spécialiser et mieux comprendre ce qu'ils consomment. Une approche moins formelle aussi, sortir du discours vin un peu classique. Vous observez, ça peut faire des idées de cadeaux aussi, des livres qui sortent de plus en plus avec une approche beaucoup moins formelle sur le vin. Le guide Vinsta, c'est un guide qui a été édité il y a quelques années maintenant, mais qui est très d'actualité et qui désacralise complètement le monde du vin, qui a été travaillé avec toutes les interprofessions de France. Donc tout le monde y a sa part de voix, mais ça désacralise complètement cette approche peut-être trop complexe qu'on a eue pendant des années autour du monde du vin. Je prends toujours cet exemple, mais moi, quand j'ai commencé ma carrière dans l'univers du vin, les toutes premières fois j'ai fait des dégustations, on m'a dit empyreumatique et on m'a dit pierre à fusil. Alors, il n'y avait pas Google à l'époque, donc j'ai ouvert mon dictionnaire, mais j'aurais pu regarder dans Google ce que voulait dire empyreumatique. Quand vous n'avez pas fait des études de chimie, vous ne savez pas forcément. Et le jour où on m'a dit ça, je me suis dit, mais là, il y a quand même un sujet, c'est que je pense que la majorité des consommateurs, je sous-estime peut-être, ou alors peut-être que j'étais totalement inculte, peut-être que vous savez tous ce que veut dire empyreumatique aujourd'hui, mais moi, à l'époque, je ne savais pas. Et je pense que la majorité des consommateurs ne savent pas forcément. Donc voilà, si on peut avoir une approche un peu moins formelle avec le monde du vin, ça participera ça contribuera à faire en sorte qu'on continue à aimer ce monde du vin. Il y a un certain nombre de domaines qui se préoccupent de rendre leur histoire un peu plus accessible avec des nouveaux formats.
J'ai remis un exemple de Cos d'Estornel ici, qui a sorti un format podcast pour raconter l'histoire du domaine, en se disant finalement, est-ce que les jeunes générations à qui on veut aussi s'adresser, parce que ces jeunes générations, c'est aussi des consommateurs de demain, est-ce que vraiment ils vont aller sur notre site internet pour lire une histoire en entier? Pas forcément. En tout cas, on veut tenter l'exemple du podcast. Et donc, ils ont sorti 3 podcasts, qui sont des podcasts fictionnels, que je vous invite à aller écouter, qui sont assez intéressants. Et puis un autre exemple, alors c'est pas dans le monde du vin, c'est dans le monde du champagne, mais enfin le champagne est quand même un peu un vin, avec des prises de parole. Il y en a dans d'autres régions et avec d'autres marques, mais c'est le champagne Mandois qui prend la parole autour de ses engagements environnementaux, là aussi pour s'adresser à un consommateur qui est très sensible à ça. Voilà, on observe aussi des choses comme des accords mets et vins modernisés. Je citais tout à l'heure le plat très compliqué, mais finalement vous avez des accords mets et vins autour du snacking, côte de brouillis et focaccia aux tomates cerises, des accords autour des produits du monde avec des sushis, ou la cuisine végétale. Pourquoi pas proposer des vins rouges avec la cuisine végétale? Si aujourd'hui il y a une baisse de la consommation de vin, il y a aussi une baisse de la consommation de viande. Donc si on consomme plus de viande, est-ce que ça veut dire qu'il ne faut plus consommer de vin rouge? Eh bien, pourquoi pas prendre le contre-pied de ça et proposer des accords mets et vins rouges avec de la cuisine végétale. Alors évidemment, on a aussi des profils qui sont adaptés aux envies actuelles, avec des vins plus frais, des vins plus bas en alcool, des vins plus fruités. À la dégustation tout à l'heure, vous aurez un vin un peu aussi original, en tout cas qui est bien adapté aux envies actuelles, qui fait la part belle aux fruits. Ça répond à la demande parce que le goût évolue et c'est très important d'observer ces tendances-là et de se dire, mais finalement, là où il y a encore 30 ou même 20 ans, les producteurs de vin produisaient leurs vins et ne se disaient pas forcément à qui est-ce que je vais les vendre. Aujourd'hui, il faut prendre le chemin inverse et se dire qui a envie de consommer quel type de vin et qu'est-ce que je suis capable de leur offrir et de leur proposer. Et puis, troisième point, après le savoir-faire, le patrimoine viticole. Dans les tendances de consommation, et ça s'est accentué post-Covid, enfin depuis le Covid, on a un vrai besoin d'ancrage et un vrai besoin de déconnexion, un besoin de retrouver de la nature, de retrouver de l'espace. Et donc, si le monde du vin est capable de revaloriser cette identité-là et de faire en sorte que le consommateur puisse redécouvrir cette histoire, cette mémoire des lieux, cette mémoire des gestes et des savoir-faire, il aura sans doute gagné des parts de voix. Il y a un vrai attachement aux fêtes et aux traditions locales, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Il y a un vrai besoin aussi des consommateurs de ne plus être uniquement dans une consommation ostentatoire, je bois pour montrer ce que je bois, mais aussi d'avoir des expériences de dégustation plus ancrées, plus sensorielles, de savoir ce qu'ils font, de savoir comment ils apprécient le vin parce que l'expérience qui est proposée les intéresse. Et puis donc aussi de s'ancrer dans le territoire, de s'évader. Et donc la valorisation des paysages viticoles par les balades en pleine nature contribuera aussi, je pense, et contribue déjà à recréer le lien entre les consommateurs et le monde du vin. Alors sur ce sujet-là, j'ai parlé un petit peu de no tourisme tout à l'heure. On a nous introduit depuis cette année dans le baromètre SoWine des questions sur le no tourisme. Et quand on pose la question aux Français de savoir s'ils se sont déjà rendus dans une région viticole spécifiquement parce que cette région était, pour son patrimoine viticole, ils sont 34% à répondre oui, j'ai déjà fait un choix de déplacement, de vacances ou de séjour dans une région parce qu'elle avait un patrimoine viticole. Donc c'est quand même important de se dire qu'un tiers des Français sont sensibles à ça et choisissent leur région leur destination pour cette raison-là. Et quand on leur demande aux non-visiteurs de régions viticoles s'ils sont intéressés, ils sont 72% à dire que oui, ils sont intéressés par le no-tourisme. Donc il y a un vrai potentiel. L'offre qui est aussi bien mieux structurée aujourd'hui dans les domaines viticoles, dans la structuration, la diversification et l'animation de l'offre. De plus en plus de régions viticoles, de domaines dans les régions viticoles offrent de l'hébergement, des tables pour déjeuner. J'ai mis ici un exemple en Provence, mais j'ai aussi mis la cantine de Château Palmer, par exemple. Je suis personnellement pas encore allée tester, mais dont j'ai entendu le plus grand bien, où finalement vous pouvez aller déjeuner dans la cantine où travaillent où déjeunent les salariés de Château Palmer. Donc vous êtes un peu à la maison ou en famille, mais sans que ce soit un déjeuner extrêmement complexe. Pourtant, on est dans un grand cru classé. Et puis, une nouvelle approche festive aussi. Alors, j'avais mis quelques exemples de festivals dans 3 régions, mais aussi, vous avez là des fêtes des vendanges, des festivals de musique qui sont organisés, qui, là aussi, créent du lien et font en sorte de redonner ces lettres de noblesse au monde du vin.
Je parlais de reconnexion sensorielle lors des visites. Définitivement, je crois que le monde du vin, enfin le consommateur aujourd'hui a besoin que le monde du vin lui propose des découvertes immersives. Encore une fois, on n'est plus uniquement en train de déguster son vin pour le déguster, mais on va aller à la rencontre du vigneron, on va aller à la rencontre du domaine. On veut avoir des expériences qui parlent à l'ensemble de ses sens. Et ça, aujourd'hui, c'est quelque chose que certains domaines proposent déjà et qui, clairement, encore une fois, participe de redonner ces lettres de noblesse à ce lien entre le consommateur et le vin, et la proposition aussi de ces paysages et de ces domaines viticoles qui sont tournés vers la nature, elle répond parfaitement à cette attente des consommateurs qui ont vraiment besoin de ça. Donc le fait de favoriser la découverte d'un écosystème local et pas uniquement d'être sur de la dégustation pure et dure, c'est quelque chose qui est important. Ça permet de mettre en avant les défis environnementaux. Ça permet de proposer des activités aussi qui répondent à un besoin de découverte sur plusieurs générations. Et puis, c'est un moyen de montrer la beauté du vin au-delà d'une simple dégustation. Voilà, donc clairement, aujourd'hui, le monde du vin, il peut faire société en évoluant avec son temps. Ce monde du vin, il a changé, mais c'est surtout le monde qui a changé. Alors, à la question « pas de société sans vin », la réponse est, je crois, oui. À condition donc, que ce monde du vin évolue, qu'il s'adapte aux nouvelles attentes des consommateurs, à ses nouveaux modes de consommation, à son nouveau rapport aux produits qu'il achète, qu'il consomme et qu'il apprécie. Et puis ce monde du vin, je crois qu'il faut qu'il accepte aussi quelque part que ce soit le consommateur qui redessine les codes de la catégorie. Finalement, encore une fois, on n'est plus dans une communication descendante en disant voilà mon vin et puis tu l'aimeras si tu as envie. Le consommateur aujourd'hui a un vrai pouvoir et ce pouvoir il est extrêmement riche parce qu'il rebat les cartes, il redessine complètement les codes de plein de catégories, dont celui du vin. Donc charge au monde du vin de se reconnecter avec ses consommateurs qui sont paradoxalement en demande. Je dis paradoxalement parce que donc il y a une baisse de la consommation, mais quand on regarde les chiffres, les consommateurs sont vraiment en demande d'informations. Ils ont une demande qui est différente, mais c'est toujours une demande. Ils ont besoin de se faire plaisir, d'apprendre, de partager, de vivre des expériences et de s'approprier un univers pour le faire sien. Et donc, on ne veut plus forcément boire pour le plaisir de boire ou pour montrer qu'on est en train de boire telle marque de tel produit. On veut boire pour l'expérience et donc plus pour le statut social. Donc, le monde change, mais je crois que le monde du vin, il a tous les atouts pour s'adapter à ces changements. Merci. Merci beaucoup Marie pour cette conférence limpide et ces éclaircissements. On va passer aux questions, si vous en avez. On a Adèle qui est dans l'escalier, qui a un micro-ballon qui va vous permettre de poser vos questions à Marie Mascret en toute sécurité et de vous le passer entre vous. Et également sur Zoom, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous en faire part. Je me ferai un plaisir de les relayer et de les poser à Marie. Le ballon, ça fait peur, mais il fait pas mal. Hein. Vous pourrez parler directement dans le cercle noir, juste ici, pour qu'on vous entende bien. Est-ce qu'il y a une première question ? Alors, on peut faire passer le ballon jusque là-bas. On va faire des passes. Je ne sais pas où ça va. C'est où ? C'est le monsieur là-bas, à gauche. Merci. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Première question, je voudrais savoir si éventuellement vous pensez qu'on pourrait remodeler la loi E20. Allez, je me lance. Je vais vous dire vraiment le fond de ma pensée. On m'a plusieurs fois interrogé sur ça. On m'a plusieurs fois demandé si nous, on était prêts à monter au créneau ou sans monter au créneau, en tout cas à donner un avis. Et moi, j'ai toujours considéré, moi, en tant que chef de mon agence, que la loi E20, à partir du moment où c'est une loi, mon devoir, c'est de la respecter. Et qu'en plus, quelque part, la créativité sous contrainte, enfin la créativité, elle peut être encore meilleure sous contrainte. Ça, c'est la réponse sur la loi E20. Moi, ce que j'observe aujourd'hui et qui me dérange plus, vraiment, encore une fois, la loi E20, on pourrait en reparler pendant des heures, mais j'entends le point, et oui, au fond de moi, quelque part, à un moment, il faut mettre des limites. Mais ce qui me dérange vraiment aujourd'hui, personnellement, c'est que je trouve qu'on assiste de plus en plus à des prises de parole
qui culpabilise et qui stigmatise la consommation d'alcool et la consommation de vin en particulier, y compris sur des toutes petites quantités. Je vous donne 3 exemples. Je suis tombée l'autre jour sur une annonce, je pense que c'était 2 exemples, en train de commencer à regarder quelque chose sur YouTube. Et il y avait donc une annonce, je pense, alors je me souviens plus exactement de quelle était l'institution qui était à l'origine de ça, sans doute France Addiction, mais je ne suis pas certaine. Sous forme d'illustration, vous avez 2 personnes à table, un homme et une femme, clairement qui pourraient être des parents. Enfin, moi, je me suis reconnue, en fait. Ils boivent un verre, et là, vous avez un discours qui dit « Vous avez un problème avec l'alcool ». Et moi, je me suis dit, j'ai 2 enfants, ils me voient régulièrement boire du vin. Est-ce que vraiment j'ai envie qu'ils voient ça et qu'ils se disent « Papa, maman sont alcooliques ». La réponse est non. Moi, c'est ça que je trouve aujourd'hui plus dangereux. Et du coup, c'est ce discours un peu hygiéniste. Et j'ai un autre exemple qui est passé récemment sur les réseaux sociaux. Alors, je crois que c'était Top Chef, en tout cas une finale d'une émission autour des chefs qui avait lieu au Clos Vougeot. Et vous avez, donc, je crois, le journaliste et puis un chef en face de lui à table, en train de manger. Et les verres de vin, parce que ce sont des verres de vin à table, sont remplis d'eau. Et ça, je trouve ça fait peur en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à la télé, on a peur de montrer du vin alors qu'on est à table, qu'on est au Clos Vougeot. Enfin, je ne comprends pas. Moi, c'est plus ça aujourd'hui contre lequel j'ai envie de dire stop en fait. On est dans un monde où on est en excès de précaution. Et je pense que plutôt que cette dénonciation et cette culpabilisation, il faudrait être autour de l'éducation. Voilà les 2 exemples. Alors, je réponds un petit peu à côté, mais j'ai envie de me battre d'abord contre ça que contre une loi qui a aussi ses bienfaits. Alors, est-ce que d'autres personnes ont des questions ? Juste à côté. Bonjour. Bonjour. Si j'ai bien suivi, j'ai eu l'impression que les chiffres auxquels vous avez donné accès étaient axés sur la France. Est-ce qu'il n'y a pas des pays où la consommation de vin elle est en augmentation ? Je pense par exemple des pays d'Asie où il y a certaines populations qui sont... il y a des personnes qui sont friandes de découvrir des produits du patrimoine français. Donc est-ce qu'il y a des pays où c'est en hausse ou c'est le même phénomène pour tout le monde ? Il y a des vrais marchés émergents, je pense à l'Inde, je pense au Brésil. Donc oui, non, là j'ai beaucoup montré des chiffres France. C'est un peu les anciens pays consommateurs qui sont en baisse. Mais globalement, il y a quand même un vrai discours consistant à constater qu'il y a une baisse de la consommation. Ce qui est intéressant, alors ce n'était pas l'objet de cette présentation aujourd'hui, mais si on observe par exemple le monde des NOLO, donc des vins sans alcool ou à teneur réduite en alcool, dont on a parlé ici il y a encore quelques mois, le monde des NOLO s'approprie les codes du vin. Si on regarde le monde du café, le monde du thé, le monde du café, le monde du thé s'approprie les codes du vin. Vous avez des cafés, des thés, pardon, j'ai un exemple en tête, qui disent les grands thés à la manière du vin, tout dans une bouteille qui ressemble à une bouteille de vin. Et donc c'est intéressant de se dire finalement le vin qui transmet un certain nombre de codes, un certain nombre de valeurs, mais il inspire d'autres univers. Et que le monde du café et le monde du thé s'inspirent du monde du vin, j'ai envie de dire, réapproprions-nous nos codes. Et effectivement, alors ça répond un tout petit peu à côté de ce que vous dites, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, on a oublié qu'on avait ces valeurs-là, qu'on avait ces qualités-là dans le monde du vin, en France en tout cas, et dans les pays occidentaux, qu'il faut se les réapproprier aussi pour aller attaquer des nouveaux marchés et les convaincre, parce qu'eux, aujourd'hui, sont prêts, très très prêts à ça. Donc les marchés comme l'Inde, le Brésil, tout à fait. Merci. Plaisir. Je vois des bras qui se lèvent. Tout Vous là-haut. êtes tout en haut et le monsieur... Il va falloir faire une passe un peu plus grande. Bonsoir à tous. Bonsoir. Madame. J'ai une question au niveau de restauration. Qu'est-ce que vous pensez pour les gens qui travaillent en tant que sommelier? Je sais, dans le grand restaurant, il y a toujours des accords vins, mais si on descend de les brasseries, des fois, il n'y a pas le personnel pour vendre le vin. Et donc, ça aussi, on
louper ou rater la chance d'avoir les bons vins. Donc, qu'est-ce que vous pensez Oui. Alors, du coup, quand je parlais d'éducation, typiquement, ça pourrait répondre à ça. C'est-à-dire qu'en éduquant le consommateur et en lui expliquant qu'il peut boire un verre de vin rouge au déjeuner, c'est pas un souci. Et en lui expliquant et en l'éduquant et en simplifiant en fait la compréhension du monde du vin, ben, vous vous retrouverez pas au restaurant dans une brasserie quand vous n'avez pas justement ces prescripteurs que sont les sommeliers, à regarder la carte des vins et à se dire oh là là, je suis censé savoir ce que je dois choisir, mais en fait, j'en sais rien du tout parce que j'y connais rien. Ça, c'est une première réponse. Après, je pense que ça veut aussi dire que les brasseries doivent avoir des cartes de vin bien construites. Alors, en général, elles le sont. Et que du coup, ce soit des cartes de vin qui soient claires. On l'observe quand même de plus en plus, en tout cas dans les brasseries ou dans la bistronomie, des cartes de vin où on a non seulement le nom du producteur, mais en plus l'origine et puis les cépages qui sont dans le vin. Mais pour moi, ça passe beaucoup par l'éducation à partir du moment où on n'a pas la prescription. Mais c'est un peu pareil dans la différence entre acheter son vin chez un caviste et acheter son vin en grande distribution. En grande distribution, vous n'avez pas le caviste pour vous conseiller. Donc finalement, on trouve d'autres moyens de donner envie au consommateur, à l'acheteur, d'acheter telle ou telle bouteille de vin, là où le caviste et le sommelier ont effectivement un fort pouvoir de prescription. Merci. Oui, merci, très intéressant. Je reviens sur les codes, là, je suis tout à fait d'accord avec vous. Les codes ont été même repris, par exemple, sur l'huile d'olive. Hein, et j'ai découvert, en achetant des sardines, que c'était des sardines millésimées 2015, en boîte. Donc, effectivement, ça reprend ça. Mais je reviens sur un sujet un peu plus inquiétant. Comment voyez-vous le futur des viticulteurs qui ont 40 hectares en Bordeaux, voire en Bordeaux supérieur? Parce qu'en fait, c'est là qu'il y a toute la production, que ce soit en Bordeaux. On pourrait se poser la même question sur le Languedoc. Ah, j'ai pas la réponse complète à ça. Si je l'avais, je crois que je serais riche. De mon point de vue, il y a quand même quelque chose d'un peu détrimental qui joue dans la perception que les consommateurs, et ça c'est assez vrai en France, c'est ce que je vais dire, ont du monde du vin. C'est que ils entendent beaucoup parler dans les médias d'arrachage de vignes. Ils entendent beaucoup parler dans les médias de pesticides, de régions où Bordeaux est concerné, les écoles maternelles proches des vignes, etc. Ils entendent beaucoup parler dans les médias alors scandale entre guillemets, bon, il y a eu un petit buzz il y a quelques semaines sur le fait que, a priori, dans certains restaurants, enfin dans certains cafés, vous commandiez tel verre de vin et puis on vous servait un autre verre de vin moins cher. Bon, je ne sais pas si c'était un buzz très... Comment dire, si c'est une réalité qui est très répandue, mais en tout cas, c'est quand même assez négatif. Et donc, tout ce discours qui finalement est quand même assez détrimental, de mon point de vue, il ne joue pas en la faveur du monde du vin. Quand vous êtes... aujourd'hui, tout le monde a accès à tous les médias, tout le monde a accès aussi à des fake news. Et quand vous avez certes vraies news, mais je ne sais pas jusqu'à quel point il faut insister dessus, qui sont critiques envers un produit alimentaire, donc on ingurgite, c'est sûr que moi, je n'ai pas envie d'aller acheter des vins en me disant je suis en train de boire des pesticides. Enfin, par évident, c'est du bon sens. Et quand on vous dit qu'on arrache des vignes, vous dites il n'y aura plus de vin, on arrache des vignes, donc je vais aller boire autre chose. Enfin, c'est assez détrimental. De mon point de vue, c'est ça le sujet. C'est-à-dire, je n'ai pas la réponse à votre question, j'aimerais bien l'avoir. Mais je crois qu'avant tout, avoir une communication qui ne soit pas que en permanence dans l'attaque, dans le dénigrement et dans la critique de réalité, certes, mais qui ne soit pas que autour de ça, je pense que ça ferait du bien au monde du vin aussi. Il y a une question juste devant. Je ne vais pas encore signer à l'UBB. Mais bon. Très intéressant la partie sur le changement de mode de vie où on est beaucoup plus casanier et des vies beaucoup plus solitaires. Je voulais savoir, parce que les chiffres sont assez généraux, est-ce que ce changement de mode de vie, notamment des plus jeunes générations, est-ce que cette décroissance de consommation de vin, d'alcool et de spiritueux, elle est beaucoup plus importante sur les générations en dessous de 30 ans, par exemple, ou
où on voit également ce changement très important dans les générations au-delà de 50 ans, 60 ans, 70 ans. Ouais. Alors, elle est plus importante chez les jeunes générations, mais c'est aussi eux qui manifestent le plus un intérêt pour le vin. Donc ça, c'est important. Et là où je parlais tout à l'heure d'adapter les les contenants, par exemple, quand vous êtes devant Netflix, mais vous avez votre téléphone dans la main gauche, et puis si vous mangez un truc, vous avez les deux mains occupées. Vous n'avez pas de troisième main. Ou si en plus il faut ouvrir une bouteille, verser du vin, c'est bien compliqué. La canette de bière, c'est déjà plus simple. Le cocktail, le spiritueux ou autre, pourquoi pas. Donc je pense qu'il y a aussi un sujet d'adapter encore une fois les modes de consommation et ce qu'on propose dans le monde du vin aux générations dans leur mode de vie. Donc c'est pour répondre à la question, j'ai donné je suis un peu plus loin que votre question, mais pour donner la réponse, oui, les jeunes consomment moins, la déconsommation est plus flagrante chez les jeunes, mais ils sont aussi les plus intéressés. Et quand on me pose aussi souvent la question de la consommation de vin chez les 18-25 ans. Moi, j'ai quand même tendance à répondre attention, parce que je ne suis pas sûre qu'aucune génération de 18 à 25 ans ait été tellement consommatrice de vin. Alors, j'ai mon exemple qui, en l'occurrence, je ne consommais pas de vin jusqu'à 25 ans. Je ne suis pas valeur universelle, mais je pense que chacun d'entre vous a aussi son histoire. À 18-25 ans, on ne consomme pas forcément du vin. On y vient un peu plus tard, en fait. Donc c'est aussi, il y a une déconsommation certes, mais on part aussi de plus bas. Et après, je pense que tout l'enjeu là, il est sur le fait d'arriver à les faire accrocher le wagon du vin pour qu'à 25, 26, 30 ans, ils se mettent à découvrir le monde du vin et puis ils l'apprécient et puis du coup, ce deviennent des consommateurs qui vont aller dans une évolution de consommation de vin, et pas que, mais aussi de vin, un peu plus fidèle. Est-ce que j'ai répondu à la question ? Oui, merci. Alors, s'il n'y a pas de questions dans la salle, j'ai une petite question qui vient de Zoom. Je pense par rapport à votre remarque sur l'influence des médias. Et donc, comment fait-on pour influencer ces médias et avoir une communication positive sur notre produit ? Donc, notre produit, je ne sais pas si c'est un vigneron qui nous parle, mais avoir une communication positive sur le vin. Oui. Alors, l'idée, c'est pas d'influencer les médias. L'idée, c'est que quand on communique, les médias, ils prennent ce qu'on leur donne. Donc, après, ils ont le droit de pousser tel ou tel sujet. Mais je pense qu'en particulier de la part des interprofessions et autres, une communication positive, finalement, elle a ses effets. Je prends l'exemple du muscadet que je citais tout à l'heure. Pour ceux qui se souviennent du muscadet il y a quelques années, on ne se disait pas forcément « waouh, c'est génial ». Il y a quelques mois, le Figaro a titré « Muscadet, le nouveau Montrachet ». Et en fait, alors il y a eu un travail énorme qui a été fait par les vignerons du muscadet pour évidemment faire évoluer la qualité. Et il y a aussi eu un travail énorme des vignerons du muscadet en communication pour avoir une communication claire, précise, limpide autour de leur tout ce qui fait leur ADN, je ne vais pas rentrer dans le détail, qui aujourd'hui fait que le muscadet ont réussi à remonter. Et sincèrement, oublions-le, mais il y a quelques années, le muscadet n'était pas au niveau d'aujourd'hui, ni en termes de qualité, ni en termes d'image. Mais aujourd'hui, en termes de qualité, le travail fondamental, il a été fait, ça c'est certain. Vous avez des vignerons extraordinaires, mais ils ont aussi fait tout un travail de communication. Et donc, à partir du moment où on communique, on envoie des communiqués de presse, ça passe par là, où on communique sur ces réseaux sociaux de manière positive, ça fonctionne. Donc, je crois qu'il y a une vraie responsabilité Il n'y a pas que les interprofessions, mais en tout cas du collectif, pour avoir une communication positive. Et encore une fois, l'idée, c'est pas d'influencer les médias. Moi, s'il y a des pesticides dans les vignes, évidemment qu'il faut qu'on le sache. S'il y a de l'arrachage, c'est une information en tant que telle. C'est juste ne pas communiquer que sur ça, en fait. Super, merci. Est-ce que certains d'entre vous ont encore une question ou plusieurs ? Une nouvelle question ? Ici. Vas-y, vous pouvez le lancer, ça fait vraiment pas mal. Oui. Une petite question sur la communication. Comment est-ce qu'on peut communiquer vers une consommation responsable, sachant qu'on ne peut pas forcément communiquer sur les modes de consommation, sur les façons de consommer ? Je vais reprendre ce mot d'éducation. Je pense que ça vient assez tôt, en fait. Pour moi, c'est un peu différent. Je distinguerais la communication et l'éducation. Pour moi, l'éducation, ça vient relativement tôt.
relativement tôt, pas quand on est enfant, mais en tout cas quand on est même déjà en fin d'études, enfin en début d'études, enfin fin d'études secondaires, pardon, et en début d'études supérieures, d'avoir une communication, une éducation. Voilà, pardon, c'est la fin. Une communication qui est vraiment autour de l'éducation. Alors je pense que ça se fait de plus en plus, ça se fait, même c'est certain. C'est important. Après, la communication, c'est encore autre chose, mais je crois que ça commence vraiment plus tôt que ça. Cette capacité qu'on va avoir à dire à des jeunes générations, voilà ce que c'est que le vin, voilà ce que c'est que le monde du vin. Alors, ce qui est un peu différent aussi, c'est qu'il ne faut pas confondre vin et spiritueux et bière, enfin, tout ça, il ne faut pas tout mettre dans le même sac. Mais sur la consommation du monde du vin, parce que là, c'est ce dont on parle aujourd'hui, éduquer en disant, sans stigmatiser, sans culpabiliser et sans dénigrer, mais éduquer en disant ce qu'est le monde du vin et les limites qu'il faut y apporter, c'est déjà le premier pas. Et ça passe pour moi par un discours global, que ce soit des médias, pourquoi pas, mais sinon aussi auprès des jeunes générations aujourd'hui qui seront les consommateurs de demain. On a une question juste devant. Super. Bonsoir. Bonsoir. Je voulais savoir au niveau des étiquettes, pour revenir un petit peu sur tout ce que vous évoquiez au niveau de la transparence, si d'après vous, l'obligation qu'on a maintenant depuis le millésime 2024 de mettre les listes d'ingrédients, soit sous forme de liste comme ce qu'on a sur les produits alimentaires, ou sous forme de QR code, ça peut répondre justement à ce besoin du consommateur d'avoir une transparence sur tout ce qu'il y a dans le vin, ou si est-ce qu'il faut aller plus loin d'un point de vue communication, marketing sur les étiquettes? Alors clairement, ça répond à un besoin du consommateur d'avoir de la transparence. Là où ça peut faire peur, c'est qu'on se dit, tout d'un coup, il va découvrir ce qu'il boit depuis des années et il va se dire, oh là là, c'est bizarre. Après, moi, je pense que transparence ne veut pas dire s'obliger à être parfait. Alors, je prends un exemple qui n'a rien à voir avec le monde du vin. Je vais parler de la marque de basket Veja. Si vous allez sur le site internet de Veja, vous allez voir qu'ils vous disent on fait ce qu'on peut, mais on n'est pas parfait. Ils ne le disent pas comme ça, mais en gros, c'est ça que ça veut dire. Je me souviens d'avoir lu qu'ils disaient, par exemple, que les petits œillets qui servent à faire en sorte que les lacets passent dans les baskets, ils ne pouvaient pas être absolument conformes avec leurs envies par rapport à l'environnement parce qu'ils n'arrivaient pas à se sourcer exactement. Bon, enfin, je vous invite à aller voir parce que je suis un tout petit peu imprécise sur le sujet, mais je trouve qu'un discours comme celui-là, il est intéressant. On se dit, je suis au maximum transparent dans ce que je fais, y compris dans ma capacité à dire les limites qui sont les miennes, soit parce qu'aujourd'hui j'y arrive pas, soit parce que pour des questions économiques ça fonctionne pas, c'est pas viable, soit parce que j'ai pas le bon fournisseur. Bon, ça c'est dans l'exemple des baskets. Donc je pense qu'il faut pas avoir trop peur de cette transparence-là. Je pense qu'elle est très positive, au contraire. Et puis finalement, l'avantage de l'avoir sous forme de QR code, c'est que le consommateur, il va aller chercher l'info s'il a envie de la chercher. Après, à lui d'en faire ce qu'il en a envie, mais je pense qu'au contraire, c'est très positif. Monsieur, une nouvelle question. Il va falloir le relancer en haut. Il vous faudrait 2 micro-ballons, en fait. Ouais, on va investir. Le monsieur en haut. Pas mal. Oui, merci. Je vais apporter une contradiction à ce que vous avez dit. C'est le benzène, vous vous rappelez, dans le Perrier. Donc, et en fait, il y en a toujours eu du benzène dans le Perrier. Puis quand ils ont inventé un appareil qui permettait de voir à la 6e ou 7e décimale, tout le monde sait. Donc, c'est extrêmement... Enfin, il ne fallait pas dire dangereux, mais c'est pas simple. Ce n'est pas simple. Non, c'est pas simple. Je suis tout à fait d'accord. Après, là où je pense que la transparence a quand même ses vertus, c'est que... Alors, je suis d'accord que l'exemple du benzène, c'est un vrai sujet. Enfin, ça a été un vrai sujet, mais c'est que à partir du moment où on s'est expliqué, on a un tout petit peu plus d'écoute, je pense. Oui, peut-être. Je vais vous donner un exemple réel. Il ne faudrait pas donner les analyses d'eau dans le Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Si on faisait effectivement des forages, il y en a, et on analysait l'eau,
avec toutes les autoroutes qui passent, enfin, etc., on trouverait des quantités de plomb absolument énormes. Eh ben, les viticulteurs du Châteauneuf-du-Pape, je vous garantis qu'ils verrouillent ça. Peut-être moins maintenant. C'est noté. Bon, s'il n'y a plus de questions, je vais remercier Marie Mascret pour cette très belle conférence. Merci Loïc. Merci à vous. Merci à vous d'être venus en présentiel ou à distance via la plateforme Zoom. Et je vais vous inviter à vous rendre dans les salons Lafayette pour déguster un verre de vin et pouvoir échanger de façon un peu plus informelle entre vous, avec nous. Voilà. Merci beaucoup. Très bonne dégustation, très belle soirée et à très vite.